Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pour comprendre. Pour comprendre, collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. L'objectif de cette collection Pour comprendre est de présenter en un nombre restreint de pages, 176 à 192 pages, une question contemporaine qui relève des différents domaines de la vie sociale. L'idée étant de donner une synthèse du sujet tout en offrant au lecteur les moyens d'aller plus loin, notamment par une bibliographie sélectionnée. Cette collection est dirigée par un comité éditorial composé de professeurs d'université, de différentes disciplines. Ils ont pour tâche de choisir les thèmes qui feront l'objet de ces publications et de solliciter les spécialistes susceptibles, dans un langage simple et clair, de faire des synthèses. Le comité éditorial est composé de Maggie Albet, Jean-Paul Chagnolot, Dominique Chateau, Jacques Fontanelle, Gérard Marcoux, Pierre Muller, Bruno Péquignot, Denis Rolland. Dernière parution. Barthélemy Cabuana Minani, Entrée en philosophie antique, 2019. Julien Chavannes, L'art comme empreinte, 2019. Gilles Lévesque, À quoi sert la culture, 2019. Damien Jiménez, La question de la liberté, 2018. Patrice Vivancos, Économie et cinéma. Leur liaison dangereuse décodée au fil des 26 lettres de l'alphabet, 2018. Do Ludovic Fier, La pensée du beau chez Plotin. Une esthétique de la rupture, 2018. Xavier Bollot, Les illusions d'optique. Une introduction à la pensée quantique du quotidien, 2017. Otto Maria Carpo. Histoire de la littérature occidentale de 1920 à 1980. Extrait 2010. Michel Perrin, 1848, Louis Blanc ou la fraternité en République. Un repère pour aujourd'hui, 2017. Dédicace. À la mémoire de mes chers beaux-parents. André Perhuisset, 1909 à 2007. Ancien des forces navales françaises libres. Et Nancy Perhuisset, née Rigby à Liverpool, 1918 à 2016, arrière-petite-fille d'esclaves africains. Introduction, Les sacrifices humains, un archaïsme disparu ? Les sacrifices humains nous apparaissent comme des pratiques primitives. Ils provoquent en nous un sentiment d'horreur et soulèvent notre incrédulité voire notre indignation, comme si nous, occidentaux, avions atteint un stade supérieur de civilisation depuis longtemps. Attesté dans la plupart des cultures et à toutes les époques, aussi bien en Mésoamérique qu'en Asie, Chine, ou en Afrique, ainsi au Bénin et au Dahomey encore au XVIIIe siècle, Thomas 2006, exemple parmi d'autres, il est agissait souvent de rites propitiatoires destinés à attirer les bonnes grâces des divinités, mais aussi de rétribution pour des événements considérés comme des faveurs divines reçues, ou de moyens de perpétuation du mouvement cosmique comme en Mésoamérique où les victimes devenaient hommes-dieux, Lopez Austin et Lopez Loran 2012. Dans cette région du monde, de même que les prisonniers de guerre parmi lesquels des femmes et des enfants, les esclaves avaient pour première fonction d'être sacrifiés, Benoît 2003, Thomas 2006, le sacrifice aztèque étant censé prémunir ce peuple contre l'arrêt du soleil, Boncher 1994. Les sacrifices humains rituels semblent assumer une fonction anthropologique en relation avec le cosmos et le sacré, qu'il nous est aujourd'hui difficile de comprendre. Au Mexique, selon certaines sources, jusqu'à 80 000 personnes furent massacrées sur la plateforme du temple de Tenochtitlan, Mexico, en l'espace de 96 heures. Arman 2011. Les sacrifices d'enfants, plus particulièrement, peut-être difficiles à attester, s'avèrent récurrents dans de nombreux mythes antiques. Ils ont néanmoins existé sans relation avec le sacré, dans le cadre de la famille à Sparte et à Rome, Dodds 1977, Boncher 1994, Brisset, 1997, et semble manifester des résurgences contemporaines en Afrique de l'Ouest en relation avec des pratiques magiques. Si les sacrifices humains attestés prennent dans leur grande majorité diverses formes rituelles qui nous interpellent, c'est que selon Jacques Ellul, l'homme n'arrive pas à vivre dans un univers désacralisé, sans structure déclarée transcendante ou sans religion. Le sacré permet à l'homme de discerner un ordre dans la multiplicité des expériences, des informations, des événements. Or le besoin de sacré s'exprime dans la nécessité du sacrifice pour établir la relation avec la divinité. Ellul 2001. On rappellera que le sacrifice, de Jésus, se trouve au cœur de la religion chrétienne, sans cesse réactivé par la communion.
En matière de sacrifices humains, il peut s'agir d'autre part de rites funéraires tels que la pratique de la sati en Inde, au terme de laquelle les épouses des rajas, parfois nombreuses, étaient brûlées vives sur le bûcher funéraire de leur seigneur et maître, ainsi que le signale graphiquement, entre autres, les cénotaphes royaux de Barabar près de Jaisalmer, au Rajasthan, mais aussi dans ce même état de L'. Inde, les empreintes, peintes en rouge ou modelées, des mains des victimes sur un mur du fort Junagars de Bikaner. Perui Cephas 2012. D'autres exemples de sacrifices humains lors des cérémonies funéraires de personnages puissants peuvent être cités, par exemple en Nubie à l'époque du royaume de Kerma, avec les morts d'accompagnement ainsi qu'en fait état Mathieu Honegger, Fauvel 2018. Que les sacrifices humains nous interpellent n'est pas une caractéristique de la modernité. Déjà, nous indique Nicolas Tran, les Romains de la fin de la République et de l'Empire les considéraient comme un acte de barbarie à interdire, même si leurs ancêtres lointains en avaient accompli, Fort et Halle, 2018, alors que les Grecs de L'. Antiquité ne semble pas y avoir eu recours sauf peut-être à une époque très reculée qui expliquerait le mode symbolique, mythique, en lequel ils se sont transformés, tel celui du contesté tribut Locrin, Dodds, 1977, Boncher, 1994. Le sacrifice humain est en effet considéré par les Grecs comme le propre des barbares du Nord, des Perses, des Carthaginois, des Égyptiens et son absence de Grèce comme la marque du génie grec, Boncher, 1994. Les sacrifices humains ont-ils pour autant disparu, en même temps que les croyances archaïques qui les justifiaient, de nos sociétés autoproclamées civilisées, qualificatif employé aussi bien par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme qui se réfère aux principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, que la Déclaration de Philadelphie dans laquelle il est question du monde civilisé, Supio 2010, soit les sociétés dites de progrès qui est s'apostrophe. Abritant derrière la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, se targue, sur le papier et en parole, de valoriser la vie et la dignité de l'être humain, aussi bien à l'échelle de l'individu que de la société ou de l'espèce, la survie constitue la préoccupation première, le but primordial, ultime et irréductible de l'existence, l'alpha et l'oméga du programme génétique de toute forme de vie, Jacquard, 1984. C'est de plus, seulement au-delà de la survie que se développe la civilisation, et Thomas Piketty, 2013, souligne que dans toutes les sociétés humaines, pouvoir passer des années de vie en bonne santé, pouvoir accéder à la connaissance et à la culture scientifique et artistique constituent les objectifs mêmes de la civilisation. Or la vie, toutes les formes de vie, s'avèrent continuellement menacées par des forces externes et internes, bien qu'en ce qui concerne les humains le droit à la vie soit présenté comme le socle des constitutions des États modernes, explicite dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en son article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Les caractères gras de ces déclarations à caractère universel sont de nous. Même si, contrairement au droit romain qui inscrit dans le marbre les prérogatives du pater familias dont Catherine Virlouvet rappelle la toute-puissance au moins théorique, Fort et Halle, 2018, les démocraties occidentales, qui se disent et se veulent égalitaires, ne reconnaissent à aucun individu un droit de vie ou de mort sur ses alters égaux. Le droit à la vie a cependant dû parcourir un très long chemin pour y être reconnu et institué, malgré le secours, au sein de ce qui fut la chrétienté, Huntington 2000, Sachot 2007, François Esserier 2017, du commandement, tu ne tueras point, de L'. Ancien Testament, chemin qui conduit au moment où en France par exemple, la peine de mort a été abolie en 1981, soit hier, grâce aux efforts du ministre de la Justice de l'époque, l'avocat Robert Badinter. Jacques Goudy fait cependant observer que toutes les sociétés ont leurs critères d'évaluation de l'humain et que, parfois, ces critères prennent des accents universalistes comme dans la formule « Tu ne tueras point » Goudy, 2010, dont l'Ancien Testament n'a donc pas le monopole. Historiquement, dans le monde occidental chrétien, ce droit à la vie de chacun procède du mythe de l'égalité devant Dieu de chaque être humain, un des principes fondamentaux de l'Ancien Testament, ainsi que le fait remarquer Sylvain Zegni, Delaunay, 1999.
Les origines de la notion de personne, Étienne François le rappelle, remontent en effet à la conception héritée de la Bible et des débuts du christianisme, selon laquelle toute personne humaine est une créature de Dieu, formée à son image, dotée de liberté et de raison, et rachetée du péché par la grâce divine et le libre sacrifice du Christ, conception ancrée dans la définition juridique de la personne par le droit romain, récupérée par le christianisme, François Esserier 2017. Pour sa part, Jean-Pierre Vernant 1987 avait expliqué que le concept d'individu, inexistant dans les sociétés archaïques, émerge lentement à l'époque grecque, à partir du droit criminel et testamentaire. La présente étude ne traitera pas des sacrifices humains rituels, ni du sacrifice volontaire de soi, sauf à la marge éventuellement. En effet, notre questionnement s'énonce comme suit. Le sacrifice humain ne peut-il revêtir d'autres formes que rituelles, qui n'entraînent pas nécessairement la mort d'emblée mais font de la vie du sacrifié un parcours grevé de misère et de souffrance parfaitement évitable dans d'autres conditions, et qui rend parfois la mort préférable? Nous faisons allusion ici, entre autres, aux nombreux suicides d'esclaves africains au cours des années de la traite. Les formes extrêmes d'oppression et de prédation qui ont existé ou existent encore dans les sociétés agricoles, ainsi que dans les sociétés industrielles et post-industrielles, et se sont de plus exercées sur les peuples au moyen de la religion ou des idéologies et de la guerre et par-dessus tout sur les femmes depuis les temps immémoriaux, ces formes d'oppression et de prédation qui à l'époque contemporaine se coulent dans des moules nouveaux, ceux du néolibéralisme ou de la criminalité organisée par exemple, ne constituent-elles pas, sur le schéma de l'homme se conduisant comme un loup pour l'homme et non sur le mode métaphorique, des modalités du sacrifice humain, dont cette étude va s'attacher à explorer les méthodes, recenser les acteurs et tenter de comprendre les finalités d'un point de vue anthropologique? Dans un premier chapitre, seront analysées les formes d'oppression et de prédation mises en œuvre dans les sociétés agraires. Dans le second, celles mises en œuvre dans les sociétés industrielles et post-industrielles. Dans le troisième, nous chercherons à cerner le rôle de la religion et des idéologies. Dans le quatrième, le rôle de la guerre. Dans le cinquième, nous nous arrêterons sur les formes d'oppression à l'encontre des femmes. Dans le sixième, nous évoquerons le pouvoir d'oppression et de prédation occulte des entités criminelles. Il s'agira alors d'essayer de mettre en lumière l'utilisation anthropologique de ces formes d'oppression, de voir si elles correspondent à des formes de sacrifice humain et dans quel but. Chapitre 1. Formes d'oppression et de prédation dans les sociétés agraires. D'après les archéologues, les sociétés préhistoriques des chasseurs-cueilleurs auraient été des communautés où prévalait l'entraide, la coopération, sans lesquelles la survie des groupes humains n'aurait pu être assurée. Harari 2015. Il s'agirait de sociétés de partage où dominaient l'altruisme et l'égalitarisme, apparemment sans domination masculine sur les femmes. Harman 2011. La question reste controversée, et la recherche archéologique mettra certainement au jour de nouvelles découvertes qui sélectionneront les hypothèses des historiens, les confirmeront ou les invalideront. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'à l'aube des temps a lieu un de ces basculements ou retournements dont l'histoire est coutumière, Beau 2000, Ferraud 2010, et que tout change progressivement à divers moments donnés selon les régions habitées. À partir du 5e millénaire, les préhistoriens notent des signes patents de tension et de violence entre communautés humaines au moment où la colonisation néolithique de l'Europe a atteint l'Atlantique, de Moule, 2017, soit l'extension maximale qui fut possible avant 1492 et la découverte de l'Amérique. Pour sa part, la paléanthropologue Sylvana Condemi et Savatier, 2018, fait état de récentes recherches et découvertes qui laissent à penser que la guerre est vraisemblablement apparue beaucoup plus tôt qu'on ne le croyait dans la vie sociale, avant la dernière glaciation sans doute, si l'on se réfère à la tombe du prince de Sungir, découverte en Russie et datée de la société préglaciaire du Graftienne, il y a environ 30 000 ans. Le Big Man, terme utilisé par les paléanthropologues, en question, âgé de 45 ans, porte la trace d'une blessure mortelle à la gorge. Déjà devenu endémique dans certaines régions il y a environ 15 000 ans, comme en Haute-Égypte, ainsi qu'en témoigne le cimetière de Jebel Saaba, aujourd'hui recouvert par le lac Nasser, où l'on retrouva une soixantaine de corps portant des traces de blessures. La guerre va bouleverser l'économie en y ajoutant les effets de la prédation interhumaine. Bourguignon, 1989, Condemi et Savatier, 2018.
Peut-être serait-il bon à ce point de notre analyse de reprendre la définition de la prédation donnée par Philippe Descola, 2005, soit la symétrie négative de la relation entre une entité A qui prend une valeur à une entité B, sa vie, son corps ou son intériorité, sans lui offrir de contrepartie. L'exemple des peuples autochtones de différentes parties du monde qui pratiquent la prédation, souvent rituelle, Descola 2005, les Jivaros par exemple, mais aussi les Kassois de Nouvelle-Guinée ou les Ibanes de Sarawak, État de Malaisie orientale, ne devrait-il pas conduire les paléanthropologues à douter du caractère pacifique universel qu'ils attribuent aux humains des tout débuts de l'histoire de l'humanité ? Philippe Descola précise en effet que dans la société des Jivaros, le mot paix est inconnu. Les seuls rituels collectifs sont ceux qui annoncent ou concluent l'exercice de la violence, et la guerre n'est en rien un accident malheureux mais la trame même de la vie sociale, car elle constitue le seul ciment de l'identité collective. Descola 2005. Le lien entre la violence et ce qu'on pourrait appeler l'idéologie de ces peuples tend à prouver que la violence prédatrice ne s'exerce pas seulement à des fins matérielles lucratives, mais aussi à des fins que l'on pourrait qualifier de spirituelles, ou en tout cas idéologiques, et on ne voit pas pourquoi elle ne se serait pas exercée aussi dans ce cadre à l'aube de l'humanité. Si les conflits guerriers semblent ainsi s'être généralisés bien avant le néolithique, agresser les autres tribus étant devenu, dans la société tribale du passé, un mode de vie au point que la figure du guerrier y a commencé sa longue et universelle renommée, nous y reviendrons, c'est que les Graftiens pratiquaient déjà, en plus d'une économie de collecte, une économie de traitement et de stockage. Les stocks doivent être constitués et surveillés, leur usage réglementé, ce qui conduit à une sorte de contrôle, voire de privatisation. Cela suppose donc que des pouvoirs s'exercent dans une société plus inégalitaire que celle où tout est évident et collectif. Condemi et Savatier, 2018. Avec le stockage et la sédentarisation, débute en effet le fétichisme de l'économie, le fétichisme de la possession des biens matériels, Bourguignon, 1989. L'économiste et mathématicien américain Nicholas Georgescu Reagan, 1906 à 1994, a souligné que l'aspect anthropique de la dimension physique de l'activité économique est à l'origine du conflit social et de la plupart des conflits guerriers qui jalonnent l'histoire des sociétés humaines. Rien n'est plus féroce en effet, selon lui, que la compétition de l'homme pour l'énergie solaire et, à son avis, ce dernier n'a pas dévié si peu que ce soit de la loi de la jungle, Georgescu Reagan 1995, nous y reviendrons. Avec l'invention de l'agriculture, se précise concomitamment, il y a 10 000 ans passé 2000, les hiérarchies sociales et la division tripartite en prêtres, guerriers, producteurs, des sociétés indo-européennes, repérées par l'anthropologue Georges Dumézil 1992 et formulées avant cette théorisation dans l'Angleterre du Xe siècle par l'abbé Aelfric D'. Aynsham, selon qui la société de son temps se divisait en oratores, ceux qui prient, bellatores, ceux qui combattent, et laboratores, ceux qui travaillent, ainsi qu'en fait état Felipe Brandi, François Esserier 2017. Il faut de plus insister sur l'inégalité hiérarchique foncière entre ces trois subdivisions des sociétés indo-européennes. La société chinoise fonctionne de manière différente, quoiqu'aussi sur le mode hiérarchique, dans la mesure où depuis la conquête du pouvoir par la dynastie Zhou, un peu avant l'an 1000 précédant notre ère, elle est divisée en deux sphères, celle de l'aristocratie minutieusement hiérarchisée sur un mode familial dans lequel l'aîné domine, et celle des populations soumises, divisées à dessein et contrôlées par la sphère supérieure censée avoir obtenu mandat du ciel, Bilter 2019a. Rappelons que théoriquement, le mandat divin du souverain consiste à aider son peuple à mener une vie prospère et heureuse, Woody 2010. La hiérarchie sociale constitutive de l'État ne naît pas de rien. Pour la comprendre, on peut se référer à l'hypothèse récente formulée par James Scott 2019, d'après laquelle, événement récurrent dans l'histoire de la Terre et qui, selon G. Parker cité par Malm 2017, contribue à déclencher famine, émeutes, pillages, régicides, guerre civile, guerre dynastique, etc., un changement climatique entraînant un régime alimentaire qui fait la part belle aux céréales a sans doute provoqué le développement de l'agriculture, une plus forte sédentarisation, et la création de l'État, avec ses corollaires que sont l'oppression des agriculteurs au moyen de l'impôt et une plus forte hiérarchie sociale,
alors que les populations de chasseurs-cueilleurs sans État se sont longtemps opposées à la sédentarité, associant à juste titre celle-ci aux maladies et au contrôle étatique et utilisant au contraire, par les raids et le pillage, ces sociétés sédentaires comme nouveau terrain de cueillette particulièrement avantageux. Selon J. Scott 2019, seules les céréales sont vraiment adaptées à la concentration de la production, au prélèvement fiscal, à l'appropriation, aux registres cadastraux, au stockage et au rationnement, alors que les régions humides qui offrent des dizaines d'options de subsistance à une population mobile ne sont pas propices à l'émergence de l'État, en raison même du caractère insaisissable et opaque de leur diversité. Les premiers États devaient donc soit investir des ressources considérables à se défendre contre les raids, soit payer tribut aux pillards afin d'éviter leurs incursions. Scott 2019. En effet, faire incursion dans les villes et piller les marchés devint chose courante chez certaines tribus. Ainsi, par exemple, les nomades bédouins vis-à-vis des Arabes sédentaires ou de leurs homologues berbères, Goody 2010. Quoi qu'il en soit, avec l'émergence de l'État se trouvent instituées l'oppression et la prédation. Par surcroît, c'est simultanément que se développent l'État, la guerre et les mythes, ces croyances qui servent de ciment aux collectivités humaines, Harari 2015, parmi lesquelles le mythe de la supériorité de l'agriculture, légitimé par le don supposé d'une céréale sacrée, octroyée à un peuple élu par un dieu ou une déesse. En effet, les États agraires de l'Antiquité stigmatisent le caractère primitif des populations nomades, discours qui aboutit au fait que, selon James Scott, les historiens ont longtemps, de façon injustifiée, émis l'hypothèse invérifiée que les peuples protohistoriques mouraient d'envie de se fixer sur un territoire stable, alors qu'en réalité les humains se sont abstenus le plus longtemps possible de faire de l'agriculture et de l'élevage les pratiques de subsistance dominantes en raison des efforts qu'ils exigeaient. Scott 2019. Gardons à l'esprit que l'histoire n'a rien d'un processus linéaire, Riot Sarsay 2016. Contrairement aux idées reçues, la sédentarité ne constitue donc pas à proprement parler un progrès par rapport au nomadisme, mais une modalité différente de la survie d'un groupe humain. Quant à la hiérarchie sociale, elle a partie liée avec le mythe. Il faut en effet rappeler que selon Gramsci, la domination brute d'une classe minoritaire sur le reste de la société est impossible sans hégémonie culturelle, c'est-à-dire sans la colonisation des esprits par des représentations collectives qui étayent le pouvoir de la minorité et l'asservissement du plus grand nombre, Généreux, 2010. Cette pratique hégémonique, au service de laquelle sont utilisés les mythes, donc les religions ou les idéologies, nous y reviendrons, apparaît d'une portée universelle. Sans mythe partagé, l'élite ne peut asseoir son pouvoir sur les masses. Dès lors, des formes successives d'organisation de la société apparaissent, des sociétés d'hyperprédation, qui font en sorte d'opprimer et exploiter la majorité du peuple au bénéfice d'une petite minorité privilégiée qui s'arroge tous les droits, Harman 2011, et crée les mythes et les rites comme on le voit dans la Chine de la dynastie Zhou, Bilter 2019a, à l'aube de l'histoire. James Scott pense même que l'État est à l'origine, un racket de protection mis en œuvre par une bande de voleurs qui l'a emporté sur les autres, Scott 2019. Amit Bozarslan, reprenant les thèses de Max Weber et Charles Tilly, souligne que l'État naît dans la violence et en tant que violent, Bozarslan 2019. Il est utile de rappeler la thèse de Charles Tilly, parue dans un article en anglais de 1985 traduit en 2000, selon laquelle, si le racket en échange de protection représente la forme la plus manifeste du crime organisé, alors la guerre et l'État, quintessence de ce type de racket avec l'avantage de la légitimité, apparaissent comme les plus grands exemples de crime organisé. L'auteur précise que la guerre fait les États, et que le banditisme, la piraterie, les rivalités territoriales entre bandes, la police et la guerre s'inscrivent sur un même continuum, TI 2000. De plus, il note que l'exploitation coercitive a joué un grand rôle dans la création des États européens, même si la résistance populaire à cette exploitation a forcé les prétendants au pouvoir à accorder une protection aux dominés et à mettre des limites à leur propre action, TI 2000. Les embryons d'État ont en effet émergé en exploitant le module néolithique fondé sur les céréales et la main-d'œuvre agricole, comme base de contrôle et d'appropriation. La clé du lien entre l'État et les céréales est le fait que seules ces dernières peuvent servir de base à l'impôt parce qu'elles sont visibles, divisibles, évaluables, stockables, transportables et gérables rationnellement. Ainsi,
Le fardeau existentiel de ceux qui n'appartenaient pas à l'élite dans les États antiques était considérable, Scott 2019. Il le restera longtemps dans toutes les régions du monde au cours de l'histoire longue. Susan Strange souligne en effet que de tout temps, les dirigeants ont cherché à faire payer aux gens ordinaires les frais du gouvernement et si possible avec un surplus pour leurs propres émoluments. Il s'agit d'une constante historique, Strange 2011. Largement arbitraire, la hiérarchie sociale apparue avec l'agriculture ne se démentira plus au cours des âges, malgré tous les affichages d'égalité de la modernité, et favorisera à toutes les époques une élite foncièrement prédatrice. 1. La hiérarchie sociale. La hiérarchie sociale permet à une élite prédatrice, elle-même hiérarchisée, de dominer arbitrairement le reste de la société, de s'enrichir, de décider des conquêtes de territoires, des tribus et des prélèvements, de s'assurer un bien-être sans équivalent dans le reste de la société qu'elle domine et dont par conséquent elle forge le destin. Le système hiérarchique réunit donc au profit de cette élite les conditions d'une sorte d'assurance, aussi précaire et aléatoire soit-elle pour sa survie et ses privilèges, ceux qu'elle s'octroie. Le reste de la société est constitué du peuple, selon la définition qu'en donne Gramsci, soit l'ensemble des classes subalternes ou instrumentales de toutes les formes de société qui ont existé jusqu'à maintenant. Définition qui associe domination politique et domination sociale, Zancarini-Fournel 2016. Michel Beau 2000 le souligne, au cours de l'histoire une des deux principales sources de richesse a été la conquête de territoires, plus incertaine et plus risquée que le prélèvement sur les habitants de ces territoires, lequel constitue au contraire une forme plus assurée et plus régulière d'acquisition, Beau 2000. Autrement dit, l'accumulation des richesses des uns provenait soit de la prédation exercée sur le travail et la production des autres, soumis par l'élite, au sens de petit nombre de dominants, le fruit des efforts de la majorité étant confisqué en nature ou en impôts, notamment lorsque la monnaie sera devenue courante, soit de la prédation exercée par les puissants conquérants victorieux sur les richesses d'autres hommes puissants, c'est-à-dire sur le produit du travail d'autres peuples. Quoi qu'il en soit, c'est bien l'accumulation des richesses qui rend nécessaire qu'on les défende par les armes. Ainsi, à la tête de cette hiérarchie sociale, se trouvent des élites dont le pouvoir s'appuie physiquement sur les guerriers et socialement sur des mythes construits pour faire tenir ensemble la société, et le plus souvent conservés et ou divulgués par la caste des prêtres. Rappelons à ce point de notre étude la fonction du mythe, ce pensée onirique d'un peuple, Dodds, 1977, tel que l'a analysé Roland Barthes, 1957. Pour le sémiologue, il n'y a aucune fixité dans les concepts mythiques, ils peuvent se faire, s'altérer, se défaire, disparaître complètement. Le rapport qui unit le concept du mythe au sens est essentiellement un rapport de déformation. Barthes explique que la fonction du mythe est d'évacuer le réel, de parler des choses en les purifiant, en les innocentant, en les fondant en nature et en éternité. Barthes 1957, c'est-à-dire de tout faire pour qu'ils ne soient pas questionnables, ni questionnés, et s'imposent à l'esprit du plus grand nombre comme un fait de nature, une évidence logique, une explication indépassable, l'expression d'un pouvoir transcendant et des apostrophes. Un destin François Héritier, 1996, explique que le mythe ne parle pas de l'histoire, il véhicule un message et sa fonction est de légitimer l'ordre social existant. En outre, Georges Dumézil, 1992, a relevé que les mythes expriment des réalités sociales et culturelles sur lesquelles ils se fondent et à partir de ces réalités, ils construisent un autre monde qui métamorphose le réel. Ainsi, les dieux des diverses civilisations n'ont pas une vie différente de celle des hommes. D'ailleurs, les mythes ne se laissent pas comprendre si on les coupe de la vie des hommes qui les racontent. Ce ne sont pas des inventions dramatiques gratuites sans rapport avec l'organisation sociale ou politique, avec le rituel, la loi ou la coutume. Leur rôle est au contraire de justifier tout cela, Dumézil, 1992. Gilbert Durand, 1996, observe que c'est Dumézil qui a commencé à trouver un air de connaissance, et au premier chef de ressemblance philologique, entre les termes et les rôles qui dénotaient l'histoire romaine primitive, et les rôles et les termes, les situations qui connotaient les mythes indo-européens depuis la Scandinavie jusqu'à l'Inde actuelle. L'anthropologue a repéré minutieusement que c'étaient les mêmes mythes fondateurs avec leurs rôles, leurs situations,
leurs attributs et leurs appellations philologiques que l'on trouvait chez les Germains, les Scandinaves, les Celtes, les Indo-Européens de l'Asie centrale, les Caucasiens, les Indiens de l'Inde et chez Tite-Live, durant 1996. Venant justifier la domination des plus forts sur les plus faibles qui sont en même temps les plus nombreux, les mythes possèdent donc une fonction clairement anthropologique de maintien de l'ordre cosmique et surtout humain. À cet égard, Jean-François Bilter souligne le rôle de la mystification et de la crédulité dans l'histoire humaine, Bilter 2019a. Pour la sociologie de la connaissance, la mythologie représente précisément la forme la plus archaïque de maintenance de l'univers, et certainement aussi la forme la plus archaïque de légitimation. Dans cette optique, la mythologie se définit comme une conception de la réalité qui établit la pénétration continue du monde de l'expérience quotidienne par des forces sacrées. Elle constitue la machinerie conceptuelle la plus proche du niveau naïf de l'univers symbolique, Berger et Luckmann, 1992. Selon Berger et Luckmann, la pensée théologique ne se distingue de la mythologie qu'en simples termes de plus haut degré de systématisation théorique, les concepts théologiques s'éloignant ultérieurement du niveau naïf. Cependant, ces sociologues n'excluent pas la coexistence fréquente d'une mythologie naïve pour les masses et une théologie sophistiquée pour une élite de théoriciens, toutes les deux servant à maintenir l'univers. La théologie constitue alors un paradigme pour les conceptualisations ultérieures, à la fois philosophiques et scientifiques, du cosmos. La science moderne peut donc être considérée comme une étape extrême dans ce développement, et dans la sécularisation et la sophistication de la conservation de l'univers, Berger et Luckmann, 1992. En fait, dans le mythe, tout se passe comme s'il existait un ordre du monde où toute chose doit arriver à sa place et en son temps, d'où le concept de fatalité. Il est extrêmement important que cet ordre soit respecté, c'est le principe même de la conservation de l'univers, Caillois, 1983. En la matière, Pierre Legendre nous met en garde contre l'idée, répandue, que nos sociétés occidentales auraient abandonné les constructions mythologiques pour entrer par paliers successifs dans la rationalité institutionnelle, atteignant ainsi l'ère de la représentation scientifique du pouvoir et des lois. Non seulement il affirme que, sous l'éclairage du rapport aux images, nous sommes dans le même état de nécessité que les humains des sociétés antiques ou primitives de construire des fictions qui sont la condition même de la vie pour l'espèce parlante, mais encore il souligne que l'état moderne est la transposition séculière et scientifique d'une expérience rituelle extrémiste, celle de l'empereur ou du pontife enfermant dans sa poitrine le savoir juridique absolu, Legendre, 1992. Le pouvoir d'État, dans la civilisation du droit civil, a pris le relais historique du pouvoir religieux. Il exerce l'essentiel de la fonction anthropologique traditionnellement aux mains des religions, à savoir le pouvoir de diviser les mots et les choses. Nous avons alors affaire au problème si difficile de concevoir l'irrationalité de la rationalité occidentale, Legendre, 1999. C'est-à-dire de comprendre comme mythe le système politico-économique de nos sociétés, donc l'idéologie néolibérale, des raisons économiques que les puissants essaient d'imposer au peuple à travers le monde. Nous reviendrons sur ce sujet en étudiant le rôle des idéologies, religions comprises, dans le maintien de l'ordre social. Le mythe, histoire que l'on raconte, dans laquelle prédomine le merveilleux et le surnaturel, l'extraordinaire, ce qui sort de l'ordinaire, ou tout simplement la fatalité, fonctionne à toutes les époques et sous toutes les latitudes comme soutien de l'imposture du pouvoir, Perruis-Cephage 2015. En effet, G. Durand souligne que tout pouvoir repose sur un consentement, une augmentation mythogénique, Durand 1996. La constitution des empires fournit des exemples du processus de légitimation en question. C'est ainsi que dès avant le premier millénaire avant Jésus-Christ, avec la dynastie Zhou, dans l'histoire de la Chine impériale, le culte de l'empereur fils du ciel entérine le mandat divin de celui-ci, Burbank et Cooper 2011, Bilter 2019a. J.F. Bilter souligne qu'en Chine, le pouvoir impérial s'est toujours maintenu par une habile gestion du surnaturel. Bilter, 2019a. Il n'y existait pas de religion hégémonique, on n'y vénérait que l'empereur et les ancêtres. Goody, 2010. Plus tard, le premier empereur Qin, celui qui réussit à unifier un important noyau territorial de la Chine centrale sous sa seule autorité au IIIe siècle avant Jésus-Christ et se proclame empereur en -221,
se nomme empereur Auguste Huangdi, en référence au dieu Di, du plus haut rang de l'ancien empire Shang et à l'attribut Huang qui signifie brillant, céleste, Burbank et Cooper 2011. Cette qualification donne ainsi une sanction divine à la prétention traditionnelle du souverain, à être à la source de l'ordre et du droit. Si l'histoire impériale est aujourd'hui récupérée par le pouvoir chinois, ce n'est certainement pas sans l'arrière-pensée de vouloir rassembler le peuple chinois autour d'un nouveau mythe qui réhabilite l'ancien en stigmatisant l'Occident. En ce qui concerne l'Occident, en Grèce, déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, alors que les compétences et les modes d'action prêtés aux divinités couvrent le champ de toutes les activités humaines, les rois de Sparte apparaissent comme des sortes de chefs sacrés dont le commandement doit être absolument respecté sous peine d'interdits religieux. Jouant le rôle de prêtres, ces rois détiennent leurs fonctions religieuses comme leurs fonctions politiques, à titre héréditaire, et cette compétence religieuse héréditaire est particulièrement importante en cas de guerre. Richer 2018. Par ailleurs, Olaf Béradé nous rappelle qu'à Rome, César 144 av. J.C., de même qu'avant lui le roi de Macédoine Alexandre le Grand 356 à 323 av. J.C., constituait l'archétype du héros guerrier charismatique qui cherche à rehausser sa puissance en se dotant d'une aura religieuse. François Esserier 2017. Toujours à Rome, ville déjà à la tête d'un empire immense autour de la Méditerranée à la mort de César en 44 avant Jésus-Christ, Fort et al. 2018, c'est précisément à cette date qu'Octave, fils adoptif et successeur de Jules César, se fait nommer premier empereur romain, détenteur à vie d'une autorité universelle, supérieure et légale, et surtout prend le titre d'impérator César Divi Filius, empereur César, fils de Dieu. Il fait même édifier un temple en l'honneur de son père adoptif sur le Forum, et y met en place un culte de César, Honoré 2009. De plus, en -27, il obtient du Sénat un titre honorifique supplémentaire, celui d'Augustus autrefois appliqué aux dieux, Burbank et Cooper 2011. Auguste, prince béni, était à la fois un nouvel aîné et un nouveau Romulus, tous deux héros au sens antique du terme, c'est-à-dire participant dès leur naissance d'une double nature, divine et humaine, et destinés à devenir des dieux. Fils du dieu César par adoption et peut-être fils d'Apollon, Auguste avait devant lui la même carrière. Le surnom Augustus, le mot latin Augustus, vient de Auger qui signifie accroître, qu'il avait accepté le 13 janvier 27 avant Jésus-Christ l'avait fait entrer dans la proximité des dieux, et les croyances populaires dans toutes les provinces et même à Rome allaient vite vénérer sa présence plus qu'humaine. Qu'il fût presque un dieu ou un dieu, les provinces en effet le reconnurent très tôt, dès les années 26 à 25 avant Jésus-Christ, Nérodo 2007. Avant Octave, seuls les dieux ou les lieux consacrés pouvaient être qualifiés d'Auguste. Le nom Auguste était doublement exceptionnel. Aucun homme ne l'avait encore porté et il était emprunté au vocabulaire religieux, Fort et al. 2018. Par une ironie dont l'histoire est coutumière, ce nom finirait mal puisqu'il serait ultérieurement donné à un clown, l'Auguste. Nouvel exemple, au IVe siècle, devenu territoire chrétien, l'Empire romain est aux mains d'un empereur, Théodose, 379 à 395, qui prétend être l'unique porte-parole terrestre d'un dieu unique, Burbank et Cooper 2011. Il y avait eu des précédents très anciens. Aussi bien les rois sumériens que les pharaons égyptiens renforçaient leur pouvoir sur les masses en encourageant la superstition et prétendaient être dotés de pouvoirs divins, Harman 2011. Il y aura par la suite, dans les États d'Europe, des monarchies de droit divin, titre que par exemple revendiqueront les rois capétiens et qui leur permettra, entre autres, de contester l'autorité exercée sur eux par la papauté, Sasson 2009. On le voit, la proximité des dieux revendiquée par ces souverains constitue donc un acte politique et un coup de force anthropologique. L'association des termes accolés au nom du chef de l'État indique à elle seule le renfort symbolique majeur que le mythe de son caractère divin adosse à son pouvoir pourtant tout temporel, arbitraire et cependant source du droit. De même en Russie, la déification du tsar. Rappelons que l'étymologie du mot tsar, de même que celle de Kaiser en allemand, donne à lire la déformation du mot César, établissait un cadre pour penser, par exemple, les rapports entre Pierre le Grand 1672 à 1725 et ses opposants. À cet égard, Inger Floem cite l'historien E. Morgan, lequel considère que la sacralisation du roi dans diverses sociétés était probablement motivée par le désir de le contraindre à des actions dignes d'un dieu, Inger Floem 2015. Plus tard,
ainsi qu'en font état Comte et Essner dans leur ouvrage La quête de la race. Une anthropologie du nazisme, paru en 1996 et cité par Bos-Arslan, le parti nazi ira jusqu'à consacrer un culte à Hitler et lui attribuer le titre de Herrgott, Seigneur Dieu, Bos-Arslan 2019. Cependant, historiquement au sein de la chrétienté, un renversement a lieu, la religion s'allie au pouvoir dont elle finit par partager l'ascendant sur le peuple. Jacques Ellul explique ainsi la rapide compromission de l'Église avec les pouvoirs, par le fait que l'idée des premiers chrétiens selon laquelle les pouvoirs du monde seraient conquis et mis au service de l'Évangile, de l'Église et de la mission, s'est retournée, subvertie, et c'est l'Église et la mission qui ont été pénétrées par la corruption du pouvoir. L'Église devient alors une puissance d'argent et les chefs d'Église se mettent à justifier, légitimer les pouvoirs en place. Elle devient aussi une force politique qui se met toujours au service de la puissance politique du moment ou en cours d'installation, Ellul 1981, et confortera ainsi sa place dans la hiérarchie sociale. L'histoire de l'Europe montre clairement à quel point les deux pouvoirs, celui de l'Église et celui des États, sont à la fois distincts et compatibles. Chalian et Blin 2015. Les noms choisis pour eux-mêmes, aussi bien par l'empereur Qin que par Octave, participent du discours d'autorité constitutif de la hiérarchie sociale, étudié par Pierre Bourdieu, 1982. Celui-ci a expliqué l'importance du discours d'autorité et les conditions qui confèrent légitimité et pouvoir à celui qui le tient. Selon le sociologue, le principe véritable de la magie des énoncés performatifs réside dans le mystère du ministère, c'est-à-dire de la délégation au terme de laquelle un agent singulier, roi, prêtre, porte-parole, est mandaté pour parler et agir au nom du groupe, ainsi constitué en lui et par lui. Il se trouve, plus précisément, dans les conditions sociales de l'institution du ministère qui constitue le mandataire légitime comme capable d'agir par les mots sur le monde social, par le fait de l'instituer en tant que médium entre le groupe et lui-même, cela entre autres choses en le munissant des signes et des insignes destinés à rappeler qu'il n'agit pas en son nom personnel et de sa propre autorité. La spécificité du discours d'autorité réside dans le fait qu'il ne suffit pas qu'il soit compris, il peut même en certains cas ne pas l'être sans perdre son pouvoir, et qu'il n'exerce son effet propre qu'à condition d'être reconnu comme tel. Il doit être prononcé par la personne légitimée à le prononcer, le détenteur du sceptron, connu et reconnu comme habilité et habile à produire cette classe particulière de discours, prêtre, professeur, poète, etc. De plus, le langage d'autorité ne gouverne jamais qu'avec la collaboration de ceux qu'il gouverne, c'est-à-dire grâce à l'assistance des mécanismes sociaux capables de produire cette complicité, fondée sur la méconnaissance, qui est au principe de toute autorité, Bourdieu 1982. À la racine du pouvoir, historiquement le discours d'autorité permet en sus l'accumulation des richesses. À ce sujet, Susan Strange, 2011, fait observer que là où ils existaient avant la naissance d'une économie capitaliste, les États territoriaux n'étaient pas tant un bien public que l'apanage privé des puissants. Mais alors d'où les élites tiennent-elles leurs richesses ? Précisément, de l'assujettissement des autres hommes, contraints et forcés mais aussi parfois acceptés, d'où le concept de servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, 1530 à 1563, qui n'est pas sans rapport avec la collaboration des gouvernés à l'acceptation du discours d'autorité tel que l'a décrit Pierre Bourdieu. L'Allemagne nazie constitue un exemple récent de ce paradigme, dans la mesure où le totalitarisme qui la caractérisait niait la valeur de la vie humaine, et renversant la hiérarchie des valeurs qui placent la vie humaine, la liberté, l'égalité et la fraternité au sommet de l'idéal humaniste, les a remplacés par l'idéal de la force brute, la supériorité du fort sur le faible, la soi-disant parole de Dieu. L'inversion des valeurs s'est ainsi produite dans le cadre d'un État qui fonctionnait dans la légalité, l'Allemagne de 1933 dans laquelle Hitler fut élu, Goody 2010. Les valeurs humanistes ont basculé dans leur négation à partir du moment où ceux qui les niaient sont arrivés au pouvoir, quand également la société s'est montrée capable d'accepter les nouvelles valeurs, cautionnées par le pouvoir et l'État, au nom de la mégalomanie nationale, ainsi que l'activité criminelle de l'État nazi, de ses acteurs et de ses turiféraires pourtant assimilables à des gangsters, Pawelczynska 2011. Ces faits historiques devraient nous donner à penser. Pierre Legendre a expliqué que dans la dogmatique totalitaire,
aussi bien celle de l'expérience institutionnelle de l'hitlérisme que celle du lénino-stalinisme, la parole de l'État devient folle, Legendre, 1999. Il n'empêche, ces totalitarismes s'inscrivent dans le schéma de la constitution fondamentale des États par la violence. La hiérarchie sociale fonctionne donc sur un mode parfaitement arbitraire depuis l'aube des temps. À cet arbitraire de la hiérarchie sociale va s'ajouter, dès le XVIe siècle, avec le commerce triangulaire, la différence de couleur de peau. Marqueur s'il en est de la place que l'on occupe dans la société, la couleur de peau commence à prendre de l'importance en Europe dès le XVIIe siècle, Grosser 2017, l'exclusion des gens de couleur par la ségrégation étant imposée à ces derniers au XVIIIe et XIXe siècle, Dokes 2009, et persistant dans les mœurs aujourd'hui tant aux Amériques qu'en Europe. Qui est blanc est du côté de ceux qui commandent, qui est noir du côté de ceux qui reçoivent les ordres et obéissent, Benoît 2003, nous y reviendrons. Tout au long de l'histoire en effet, l'assujettissement induit par la hiérarchie sociale prend des formes diverses, notamment celle de l'esclavage, pratique immémoriale des hommes à l'encontre de leurs congénères. 2. L'esclavage. De quoi s'agit-il ? Tout simplement de l'institution, au sens politique du terme, de la réification de l'autre, c'est-à-dire du refus de lui reconnaître qualité d'humain foncièrement libre. Il s'agit de la décision arbitraire de l'exclure de l'espèce humaine et de lui attribuer qualité d'objet, de marchandise contre toute logique et toute éthique. Or la pratique de l'esclavage semble liée à la création de l'État. Les sources historiques, James Scott le rappelle, indiquent que les guerres antiques, beaucoup plus que de territoires, ont eu pour objet principal la prise de prisonniers de guerre, c'est-à-dire d'esclaves pour la main-d'œuvre aussi bien dans le but d'accroître production et surplus que de remédier à la fuite continue de sujets récalcitrants et éviter aux sujets libres les travaux les plus pénibles. Pour les États antiques, l'obtention d'un butin et en particulier la capture de prisonniers, n'était pas un simple sous-produit de la guerre mais un objectif fondamental, Scott 2019. Cette situation donne tout son sens à l'adage de Jean Bodin, 1529 à 1596, « Il n'est de richesse que d'hommes ». La guerre et l'esclavage ont été des rouages essentiels du fonctionnement de l'État, Scott 2019, jusqu'à une époque récente. L'Allemagne nazie en offre un exemple, nous y reviendrons. Selon Y. Benoît 2003, ce qui est commun à toutes les sociétés à esclavage, à tous les modes d'emploi de l'institution, c'est de permettre au pouvoir humain de s'exercer sans limite sur son semblable. L'institution de l'esclavage et sa permanence sont de plus, attestées dans toutes les sociétés, à toutes les époques, Thomas 2006. Mais elles ont constitué une des principales caractéristiques de certaines sociétés, notamment des sociétés antiques, égyptiennes, grecques, romaines, de la société européenne à partir de 1441, année de la découverte par les Portugais du Cap Blanc au nord de la côte mauritanienne et date de la déportation des premiers Africains, et surtout à partir de la colonisation des Amériques jusqu'aux abolitions officielles de la deuxième moitié du XIXe siècle, première moitié pour l'Angleterre. L'esclavage apparaît comme une pratique d'une grande continuité puisque jusqu'au Xe siècle, il était courant à une large échelle dans le monde chrétien européen, où l'esclave était assimilé au bétail, acheté et vendu, mutilé ou mis à mort, Bourguignon 1994. L'Église chrétienne participe sans conteste à l'oppression des faibles et légitime l'ordre social, aussi injuste, aussi contraire à l'enseignement du Christ soit-il, Ellul 1981. Ainsi, au IXe siècle, la traite devint un des piliers du négoce vénitien. Les dignitaires de l'Église approuvaient l'asservissement des païens et des infidèles, l'esclavage du corps étant pour eux la chance de libérer leur âme. Par infidèles, on entendait non seulement les musulmans mais encore les chrétiens hérétiques, soit les orthodoxes grecs par exemple. Les chasseurs et les trafiquants d'esclaves n'attachaient pas beaucoup d'importance à ces distinctions d'ordre moral, ils pratiquaient simplement une activité très lucrative. Si Venise devint la reine de l'Adriatique, c'est qu'elle était au cœur de ce trafic d'esclaves à destination de l'Italie mais aussi de l'Afrique musulmane, malgré l'interdiction de la vente des esclaves aux infidèles promulguée par les papes pour des motifs religieux et par l'empereur pour des motifs militaires. Certains doges du Xe siècle essayèrent aussi d'enrayer la traite en promulguant des décrets draconiens. Ni les uns ni les autres ne furent obéis. Lane, 1985. Au moment des croisades, quand les croisés découvrent le paradigme sucrier au Proche-Orient,
Ils l'exploitent et systématisent l'esclavage qui en est le support, dès le XIIe siècle, Docès 2009. Plus tard, Christophe Colomb 1451-1506, émissaire des rois très catholiques, ne manifeste d'ailleurs pas d'état d'âme lorsqu'il découvre que les Arawaks accueillent avec hospitalité les navires espagnols en offrant aux marins eau, nourriture et présents, et note dans son journal « Ils échangeaient volontiers tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient bien charpentés, le corps solide et les traits agréables. Ils feraient d'excellents domestiques. Avec seulement 50 hommes nous pourrions les soumettre tous, et leur faire faire ce que nous voulons. » D'autres observateurs européens seront d'ailleurs également... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.